Deuxième cas clinique long. Un homme de 65 ans consulte aux urgences pour un essoufflement survenu au décours d'une violente douleur thoracique qui persiste. La douleur, premier épisode, est arrivée brutalement il y a 4 heures et n'a pas cédé malgré la prise de paracétamol. Actuellement, elle se complique d'une dyspnée depuis environ 30 minutes. Le patient n'a pas d'antécédents en dehors de troubles du sommeil importants rapportés par son épouse, avec des pauses respiratoires et des ronflements nocturnes. Il est tabagique, 45 pacanés, pèse 95 kg pour 1m75. Il est hypertendu, pour lequel il a un traitement par bêta-bloquant, l'athénolol, à la dose de 100 mg par jour. L'examen clinique du patient montre des bruits du cœur réguliers mais rapides, une pression artérielle basse à 80 mm de mercure de systolique, l'absence de souffle cardiaque, une fréquence respiratoire élevée à 25 par minute. On note des râles crépitants bilatéraux pulmonaires jusqu'à mi-champ, il y a une marbrure modérée des genoux et des sueurs. Première question, interprétez son électrocardiogramme percritique, quel est votre diagnostic ? Deuxième question, interprétez sa radiographie pulmonaire, quel est votre diagnostic clinique ? Question suivante, quelle est votre prise en charge immédiate ? Question suivante, quel facteur de risque cardiovasculaire présente ce patient ? Question suivante, comment expliquer l'absence d'élévation de fréquence cardiaque malgré le tableau clinique ? Question suivante, quelles atteintes coronaires pourraient expliquer la gravité du tableau clinique ? Question suivante, détaillez son ordonnance de sortie. Dernière question, quel bilan demandez-vous concernant le problème respiratoire que présente probablement ce patient ? Première question, interprétation de l'électrocardiogramme. On commence toujours par le rythme. Onde P devant tous les QRS. Tous les QRS sont a priori précédés d'une onde P, comme on le voit sur le tracé long, donc un rythme sinusal. Le rythme est également régulier à 300, 150, 100, 75 ou 80 par minute. Donc tachycardie sinusale à 80 par minute. L'axe des QRS, très positif en D1, très positif en AVF, donc un axe normal. Ensuite les ondes P, normales, bien visibles en D2. Absence d'hypertrophie auriculaire. L'espace PR est normal, pas de BAV du premier degré. Ensuite on recherche des ondes Q. On note un rabotage des ondes R en V1, V2, V3 avec peut-être une micro-onde Q dans le territoire antéroseptal. Ensuite, la largeur des QRS, ininterprétable du fait de l'anomalie de la repolarisation. Cependant, on voit par exemple en V6 que les QRS sont fins, donc pas de bloc de branche. Dernière chose, la repolarisation, la première anomalie qui frappe, un sus-décalage du segment ST en V1, V2, V3, V4, V5, V6, également en D1 et un petit peu en AVL, avec un sous-décalage en miroir dans la dérivation inférieure D2, D3 et AVF. Donc, on a un rythme sinusal irrégulier, aux alentours de 70 par minute, un axe normal, ondes P et PR normaux, des QRS normaux. Sus-décalage de segment ST systématisé, de V1 à V6 et en D1 à VL, ça correspond au territoire antérieur étendu, et il y a une image en miroir, un sous-décalage, également systématisé du segment ST en D2, D3 à VF dans le territoire inférieur. Donc deux manières d'interpréter l'électrocardiogramme, soit dire qu'il s'agit d'un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST en antérieur étendu, vue à H4 et inaugurale, soit on dit carrément infarctus du myocarde antérieur étendu, toujours inaugural et toujours vue à H4. Sur cette diapositive, vous avez un rappel des territoires correspondant aux dérivations électrocardiogramme. Donc V1, V2 antérieur, V3 septal, V4 apical. Donc quand vous avez de V1 à V4, antéro-septo-apical. V5, V6 correspond au territoire latéral haut et D1 VL au latéral bas. L'association d'antéro-septo-apical plus latéral haut ou bas traduit un territoire antérieur étendu. Dérivation du territoire inférieur D2, D3 AVF. Postérieur, qu'il faudra toujours rechercher en cas d'infarctus inférieur, V7, V8, V9. Il faudra aussi également chercher une atteinte du ventricule droit associé en faisant les dérivations V3R, V4R. Question suivante, la radiographie pulmonaire. Donc cette radiographie pulmonaire, on commence toujours par la silhouette cardiaque, qui est un peu floue étant donné le syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral, mais a priori une franche cardiomégalie avec un rapport cardio-thoracique supérieur à 0,5. La grosse anomalie qu'on voit tout de suite est la présence d'un syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral et symétrique, illifuge, avec un bronchogramme aérien. On arrive encore à voir le trajet des bronches à travers. Donc chez un patient avec des râles crépitants faisant un infarctus du myocarde antérieur étendu, le diagnostic est celui d'œdème aigu pulmonaire et le diagnostic clinique est celui de choc cardiogénique étant donné l'hypotension artérielle et la présence de marbrure.
Question suivante, quelle est la prise en charge immédiate de ce patient? Donc, il s'agit bien sûr d'une urgence thérapeutique. Le patient doit être hospitalisé le plus rapidement possible dans un milieu réanimatoire en soins intensifs de cardiologie. A priori, il va d'abord passer en salle de cathétérisme cardiaque, va être traité de son artère occluse avant d'être hospitalisé en soins intensifs. Mais pour que la réponse soit bien présentée et bien au propre, on commence par parler de l'hospitalisation. Les mesures de base pour tout malade en réanimation, repos strict au lit, monitoring de l'ECG, de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et de la SAT, ainsi que de la durée et de l'état de conscience chez ce patient en œdème pulmonaire et même en choc cardiogénique. Il faudra poser plusieurs voies d'abord périphériques et probablement une voie veineuse centrale, puisqu'on va proposer à ce patient un traitement inotrope positif étant donné l'état de choc. La perfusion de base doit être bien sûr sans sodium. Les pressions de remplissage sont déjà élevées, donc il ne faudra jamais rajouter de sel, ni dans l'alimentation, ni dans les voies d'abord. Le traitement de l'infarctus maintenant chez ce malade. Première chose, antiagrégant plaquettaire. Il faudra en donner 2, voire 3. Le premier qui est systématique, c'est l'aspirine. Donc le traitement est réalisé en général dès le diagnostic d'infarctus du myocarde aux urgences. Il faut faire un bolus de 500 mg en intraveineux direct d'aspirine et ensuite une dose quotidienne à vie de 250 mg par jour environ. Autre antiagrégant plaquettaire qu'il faudra débuter dès le diagnostic d'infarctus, le clopidogrel ou Plavix, une dose de charge de 4 à 8 comprimés en fonction du poids du patient. Ensuite, le traitement antiagrégant, on parle du traitement anticoagulant. Chez ce patient, infarctus du myocarde étendu avec choc cardiogénique, les HBPM n'ont pas leur place, elles n'ont pas encore l'AMM. Il faudra donc utiliser une héparine non fractionnée. On commence par un bolus de 5000 unités, puis une dose efficace, c'est le mot-clé, soit pour une héparinémie entre 0,3 et 0,6 unités par millilitre, soit pour un TCA entre 2 et 3 fois le témoin. Les antalgiques, très important chez ce patient, on a le diagnostic d'infarctus du myocarde, donc il est inutile de le laisser souffrir, de le laisser avoir sa douleur thoracique, il faut utiliser les antalgiques, en particulier des morphiniques, et ensuite traiter son infarctus par des occlusions de l'artère. Il est sous athénolol 100 mg pour son hypertension, un traitement qui est très inotrope positif et bradycardisant, donc il faudra absolument l'arrêter chez ce patient qui est en choc cardiogénique. Dans le même ordre d'idée, tous les médicaments hypotenseurs, les dérivés nitrés, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou autres, sont contre-indiqués au moins à la phase aiguë. Il faudra discuter de leur réintroduction à distance de l'état de choc. Autre élément de la réponse qu'on aurait pu donner dès le début avec les antiagrégants, un nouvel antiagrégant plaquettaire qu'on utilise de plus en plus en traitement des infarctus en phase aiguë, anti-GP2B3A, celui qui a l'AMM dans l'infarctus du myocarde, dans le SCA avec sus-décalage du ST, c'est l'abciximab ou Réopro. La dose est adaptée au poids, il s'agit d'un bolus, puis d'une perfusion à la seringue électrique sur 12 heures. Si on choisit de rajouter du Réopro au traitement du patient, il faudra penser à diminuer la dose d'héparine non fractionnée à demi-dose. Le reste du traitement, le patient est en choc cardiogénique. Donc, il faut lui donner une oxygénothérapie pour traiter sa défaillance ventilatoire. En première intention, la ventilation non invasive. En cas d'échec ou en cas d'intolérance ou trouble de la conscience, intubation pour ventilation mécanique. Et si le patient ne supporte pas la ventilation non invasive, mais qu'il est bien conscient, on pourra donner une oxygénothérapie au masque ou à la lunette. Deuxième partie du traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë, les diurétiques. Même si la pression artérielle est très très basse, il ne faut surtout pas remplir ce patient pour traiter son hypotension. Au contraire, il faut donner des diurétiques et donner des inotropes positifs, comme la dobutamine ou l'adrénaline par exemple, qui vont permettre d'augmenter la pression vasculaire périphérique, d'augmenter le débit cardiaque, de favoriser le travail cardiaque, et les diurétiques vont soulager la surcharge hydrosodée du patient et vont diminuer les obstacles à l'éjection du ventricule gauche et favoriser donc le travail cardiaque. Donc même si la pression artérielle est basse, même si c'est un état de choc, il faut donner des diurétiques aux patients et ne surtout pas les remplir. Maintenant, on va s'occuper de l'artère occluse qui est responsable de l'infarctus du myocarde. Deux possibilités. La première, celle qu'on utilise le plus souvent, coronarographie le plus rapidement possible, visualisation de l'artère occluse, dilatation ou angioplastie de cette artère occluse avec mise en place d'une endoprothèse intra-artérielle coronaire, un stent. De plus en plus, on pose des stents actifs en cas d'angioplastie programmée ou de syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. Ils diminuent le taux de resténose, mais ils augmentent un peu le taux de thrombose à un mois. Dans le cadre de l'infarctus du myocarde, du syndrome coronaire aigu avec sus-décalage, les stents actifs n'ont pas encore leur place. Donc ce sera un stent nu qu'on appelle également stent standard ou simplement non actif. Compte tenu de la défaillance hémodynamique, on ne peut pas remplir le patient, on le traite par diurétique et par inotrope positif. On peut aussi discuter la mise en place d'un ballon de contre-pulsion intra-aortique. Ça se fait par voie fémorale, en même temps que la coronarographie. Un gros ballon qui est gonflé à l'hélium se trouve dans l'aorte
abdominale ou dans l'aorte thoracique descendante et va se gonfler à chaque diastole ou une diastole sur deux pour permettre d'augmenter le retour du sang artériel vers le cœur, vers les coronaires, mais par contre va diminuer la perfusion des membres inférieurs. Deuxième solution, si on n'a pas par exemple de salle de coronarographie à distance, pour désocclurer l'artère qui est bouchée, la thrombolyse intraveineuse. Quand choisir la thrombolyse par rapport à la coronarographie, c'est une question classique. La thrombolyse fait aussi bien que la coronarographie dans l'infarctus du myocarde non compliqué dans les 2 premières heures. Dans la première heure, elle peut même faire un peu mieux. Par contre, au-delà de la 2e heure, l'angioplastie fait toujours mieux que la thrombolyse. Et en cas d'infarctus du myocarde compliqué, surtout chez notre patient qui a un choc cardiogénique, il faut toujours préférer la coronarographie et l'angioplastie à la thrombolyse si possible. S'il n'y a pas de salle de coronarographie possible à courte distance du patient, on fait une thrombolyse. Il faudra de toute façon dans un deuxième temps faire une coronarographie pour bien voir l'efficacité du traitement. Enfin, dernier axe de la prise en charge, la correction des facteurs de risque cardiovasculaire. On va en reparler juste après. On peut débuter, dès que le patient sera un peu mieux, une statine à visée de prévention secondaire de ces facteurs de risque. Patient hospitalisé ayant une double, voire une triple anti-agrégation plécataire et un traitement anticoagulant à dose efficace, donc prévention de l'ulcère de stress par les inhibiteurs de la pompe à protons. Le traitement de l'insuffisance cardiaque IEC, bêta-bloquant, il faudra les donner à ce patient, mais à distance de tout signe congestif, à distance du choc cardiogénique. Ici, on a la coronarographie une coronarographie qui pourrait correspondre à notre patient. Donc, en phase aiguë d'infarctus, on voit ici l'artère interventriculaire antérieure, qui est ici occluse, et ici complètement occluse. Un guide est passé au travers de l'artère, un ballon est passé au niveau de l'occlusion et est gonflé avec un stent, et ici on a le résultat final avec un flux intracoronaire normal, et on récupère la totalité de l'artère interventriculaire antérieure. Question suivante, quel facteur de risque cardiovasculaire présente ce patient? Donc pour répondre à cette question, il suffit de se reporter à l'énoncé. D'abord son âge, de 65 ans, son sexe masculin. Il est hypertendu et traité, ça reste un facteur de risque. Il a une surcharge pondérale, 95 kg pour 1m65, un tabagisme actif. L'autre facteur de risque cardiovasculaire qu'il ne faut pas oublier, c'est son propre syndrome d'apnée du sommeil. Avec des pauses respiratoires et des ronflements nocturnes chez un patient ayant des facteurs de risque cardiovasculaire et une surcharge pondérale, on sait que ça favorise la survenue d'insuffisance cardiaque, d'infarctus du myocarde, voire d'autres choses comme l'hypertension artérielle. Question suivante, pourquoi la fréquence cardiaque est-elle presque normale malgré le tableau clinique? En effet, chez ce patient choc cardiogénique, on s'attendrait à une grande tachycardie sinusale, mais étant donné qu'il est traité par des grosses doses de bêta-bloquants, le cœur ne peut pas s'adapter à l'insuffisance cardiaque, il est donc anormalement lent alors qu'il devrait être plus rapide. On devrait avoir une réponse hyperadrénergique pour augmenter un petit peu le travail cardiaque. Les bêta-bloquants inhibent la tachycardie de repos, mais également la tachycardie d'effort ou la tachycardie réactionnelle dans l'insuffisance cardiaque. Question suivante, quelles atteintes coronaires pourraient expliquer la gravité du tableau? Il s'agit d'un choc cardiogénique avec un infarctus du myocarde antérieur étendu. Il peut s'agir soit d'une sténose du tronc commun, on parle de sténose lorsqu'elles sont supérieures à 50% sur ce tronc. Il peut également s'agir d'une occlusion du tronc commun, qui en général se traduit par une mort subite sur un trouble du rythme ventriculaire. Il peut également s'agir d'une sténose serrée, et cette fois-ci on parle de sténose à plus de 60%, ou d'une occlusion de l'artère principale du cœur qui fait suite au tronc commun, l'artère interventriculaire antérieure, également appelée IVA. Autre possibilité pour expliquer la gravité du tableau clinique, il pourrait s'agir de sténose serrée tritronculaire. Question suivante, détailler l'ordonnance de sortie de ce patient au décours de son infarctus. Donc là, il s'agit d'une question très importante. La première partie de la réponse, bien signaler qu'il s'agit d'une prise en charge à 100% et que c'est le médecin traitant désigné par le patient qui doit s'occuper de la demande de 100%. C'est une affection qui est remboursée, une affection à longue durée. Première partie du traitement, les antiagrégants plaquettaires. Traitement à vie avec un traitement de fond qui peut aller pour l'aspirine de 75 à 250 mg. On peut choisir soit de l'aspégique, soit du cardégique. Deuxième antiagrégant plaquettaire, le clopidogrel, le Plavix. En cas de stent nu, il faut une association aspégique-Plavix à la dose de 75 mg par jour pendant environ 1 mois. En cas de stent actif, qui normalement n'ont pas leur place dans ce tableau, l'association des deux devrait être pour la plus longue durée possible. Deuxième partie, le traitement anti-ischémique. Les bêta-bloquants, il faudra essayer de les réintroduire puisque ce sont quand même les meilleurs traitements bradycardisants, ceux qui sont les meilleurs dans la prévention des troubles du rythme ventriculaire dans les cardiopathies ischémiques. Donc évidemment, chez ce patient qui fait un gros infarctus compliqué d'insuffisance cardiaque et de choc, il faudra donner un bêta-bloquant le plus cardiosélectif possible, l'introduire à distance de tout signe congestif,
en l'absence de troubles conductifs intracardiaques, à très faible dose qu'il faudra augmenter de manière très progressive. En cas d'impossibilité des bêta-bloquants pour une contre-indication à type de bronchospasme par exemple, on pourrait donner un inhibiteur calcique bradycardisant par exemple. Et si on ne peut pas donner de traitement bradycardisant parce que la fréquence cardiaque spontanée du patient est basse, on peut donner un inhibiteur calcique non bradycardisant, le seul ayant l'AMM est l'amlodipine, l'Amlor. Ensuite, les antiangineux, ce sont les dérivés nitrés. En cas de crise, soit en spray, soit en comprimé, du natispray, bien signaler au patient qu'il doit s'asseoir, ouvrir la bouche, élever la langue et faire 1 à 2 bouffées de dérivés nitrés d'action rapide sous la langue. En cas de récidive douloureuse, si la douleur ne passe pas, bien lui dire d'appeler le SAMU ou les pompiers. Autre antiangineux qu'on peut donner en traitement de fond, les dérivés nitrés, soit en comprimé, soit en patch, en cas d'ango résiduel malgré la revascularisation. Autre partie du traitement, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ils diminuent d'environ 30% le taux de récidive d'infarctus et ils diminuent également la mortalité au décours d'un infarctus du myocarde. Ils vont empêcher au cœur de se dilater, de prendre une forme anormale et donc prévenir l'apparition d'une insuffisance cardiaque. De nombreux IEC ont l'AMM dans le post-infarctus. On peut par exemple utiliser le Triatec ou d'autres. Il faut toujours les prescrire à la dose maximale qui est tolérée par le patient. Seulement en cas d'intolérance aux IEC, on peut utiliser les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, le seul ayant l'AMM et le valsartan. Donc jamais en première intention, seulement en cas d'intolérance aux IEC. La suite du traitement, autre traitement obligatoire, la prescription d'une statine, même en l'absence de dyslipidémie en prévention secondaire. Il faut essayer de faire baisser le LDL cholestérol le plus bas possible, au moins inférieur à 1 g par décilitre. Dans les prochaines recommandations, ce sera même 0,8 g par décilitre. Plusieurs statines ont l'AMM dans cette indication. Dernier traitement qui peut se discuter, la prescription d'oméga 3 d'huile de poisson qui diminuerait chez certains patients le taux de tromburide ventriculaire au décours d'un infarctus. J'ai remis ici une diapositive pour parler de tous les médicaments qui ont l'AMM dans le post-infarctus et qu'il faudra donc prescrire a priori chez notre patient. Donc on laisse de côté la thrombolyse qui est le traitement en phase aiguë. Les antiagrégants plaquettaires donc diminuent d'environ 23% la morbimortalité au décours d'un infarctus du myocarde. Les bêta-bloquants la diminuent d'environ 20%. Les IEC, selon les études, de 7 à 27%, mais la moyenne, c'est aussi 20%. Et les statines, qui diminuent d'au moins 20% la morbimortalité au décours d'un infarctus du myocarde. Donc il y a un moyen mémotechnique 5 pour se rappeler de tous ces médicaments. B pour bêta-bloquant, A pour antiagrégant, S pour statine, I comme IEC et C comme correction de tous les facteurs de risque cardiovasculaire, donc basique. On peut se rappeler facilement de tous les médicaments à prescrire dans le post-infarctus grâce à ce moyen. Dernière question, quel bilan demandez-vous concernant le problème respiratoire du patient? Donc, il présente manifestement un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, c'est l'association de troubles du sommeil avec des facteurs de risque cardiovasculaire et qui sont également des facteurs de risque de développer un SAS. Chez ce patient, la surcharge pondérale, l'hypertension, le tabagisme actif, l'âge et le fait qu'il ait une cardiopathie ischémique, sachant que le syndrome d'apnée du sommeil est lui-même un risque de développer une cardiopathie ischémique. Il faut savoir que ça atteint 5 à 10% de la population, que c'est encore très méconnu et qu'on n'en fait pas assez souvent le diagnostic. Pour faire le diagnostic, il faut rechercher une hypoxie, une hypercapnie et une acidose respiratoire sur des gaz du sang qu'il faudra faire en air ambiant. Il faudra faire des épreuves fonctionnelles respiratoires à la recherche d'un syndrome obstructif ou restrictif. Et surtout, l'examen le plus important, c'est l'enregistrement du sommeil, l'enregistrement polygraphique nocturne, on appelle ça aussi une polysomnographie. Donc rechercher, grâce à un capteur de saturation et un capteur du sommeil, des apnées, donc des pauses respiratoires longues pendant le sommeil, des hypopnées, des diminutions trop importantes de la fréquence respiratoire et des désaturations. On parle de syndrome d'apnée du sommeil s'il y a plus de 15 apnées ou hypopnées par heure chez des patients. En cas de syndrome d'apnée du sommeil avéré, il faudra le traiter, donc rechercher une cause curable, corriger tous les facteurs de risque de syndrome d'apnée du sommeil et éventuellement proposer une oxygénothérapie nocturne avec une pression expiratoire positive ou CPAP. Donc, en conclusion pour ce dossier qui est extrêmement important pour les D3 mais aussi pour les D4, bien connaître tous les facteurs de risque cardiovasculaire et le syndrome d'apnée du sommeil qui est un nouveau facteur de risque officiel d'infarctus du myocarde. La présence de syndrome d'apnée du sommeil nécessite un bilan, un traitement et ce traitement sert à prévenir également les récidives d'infarctus. Concernant l'infarctus du myocarde lui-même, il faut bien connaître les nouveaux traitements, les anti-GP2B3A qui sont des antiagrégants plaquettaires qui ont l'AMM dans le traitement de l'infarctus en phase aiguë, mais également dans le traitement des syndromes coronaires aigus sans sus-décalage du ST, comme on le verra plus tard. Bien connaître tous les médicaments qui ont l'AMM en post-infarctus, IEC, bêta-bloquants, statines, antiagrégants et la correction de tous les facteurs de risque.
Ne pas oublier les AA2 qui ont la MM seulement en cas d'intolérance aux IEC.